Quand j'ai passé plusieurs années à travailler en tant que journaliste et directeur de développement alternative économique, j'ai fait de la politique. La politique, notamment lorsqu'on est élu local, c'est vrai que c'est extraordinaire. Donc il faut qu'on réinvente notre manière de construire des villes. Et ça coûte très cher, c'est énormément d'investissement et ça nécessite aussi des choix politiques qui sont des choix radicaux. En local, tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez intéressant. En fait, on voit ce qu'on fait en termes extrêmement concrets. Moi, je crois que c'est ça l'avenir de la politique. En fait, aujourd'hui, on vient à Paris en transport en commun de manière massive. Une grande partie des trajets qui sont effectués en voiture à Paris sont faits non pas de gens qui viennent de banlieue, mais de gens qui font Paris-Paris. C'est pas que Paris qu'il faut transformer. Le droit à la mobilité, moi j'y crois et ça fait partie des combats que je mène. Je pense qu'on doit être dans une ville où il y a le plus d'alternatives à la voiture au monde. La ville de demain pour moi, pour Paris, c'est une ville piétonne. Et cette transformation-là, elle ne fonctionne effectivement que si on arrive à faire plus d'égalité, plus de commun ensemble. Nous avons besoin, oui, de rapprocher ce que nous produisons avec les lieux où nous les consommons. Nous sommes en train de construire des expériences, en train de construire en fait une vision qui est une vision pour le pays. Mon invité aujourd'hui, c'est David Belliard, adjoint au transport, à la mobilité et à la transformation de l'espace public à la mairie de Paris depuis 2020. Il est également chef de file des écologistes pour les municipales de 2026. Il porte une ambition claire, faire de Paris une ville plus respirable, partagée et respectueuse des besoins de chacun. Son slogan de campagne, Paris est à vous. David Belliard, bonjour et bienvenue dans Changement de vitesse. Bonjour. David, tu es rentré dans l'associatif assez tôt puisque tu as été directeur général adjoint de SIDAction de 2004 à 2008. Tu as été également journaliste à la direction du développement d'un média, Alternative économique. Et tu es rentré un peu plus tardivement en politique. Qu'est-ce qui explique ce déclic ? D'abord, je suis rentré en fait très tôt en politique puisque lorsqu'on fait de l'associatif, lorsqu'on fait un journalisme qui est un journalisme certes très rigoureux, Alternative économique, c'est un peu aride, mais c'est quand même un journalisme économique engagé puisque la ligne éditoriale, c'est une ligne éditoriale que je qualifierais de gauche, qui promeut une économie qui intègre les questions sociales et les questions environnementales. Eh bien, on fait de la politique. Lorsque j'ai pris des responsabilités et j'ai travaillé dans la lutte contre le sida, formidable école d'ailleurs en termes intellectuels et en termes politiques. Quand j'ai passé plusieurs années à travailler en tant que journaliste et directeur de développement alternative économique, j'ai fait de la politique. Ensuite, la politique, elle est aussi partidaire. Partidaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un parti, ça veut dire qu'on fait des élections, ça veut dire qu'on essaye d'être élu. Et une fois qu'on est élu, si on a cette chance-là, et même cet honneur, on mène ce qu'on appelle des politiques publiques. Et c'est évidemment un exercice qui est extrêmement différent. On est les mains dans le cambouis, surtout quand on est un élu local. Et ça, évidemment, c'est une autre vie, un autre monde, mais qui est à la fois très singulier par rapport au reste, très particulier, mais en même temps qui est très dans la continuité en tout cas de ce que j'ai fait. J'y vois pas de rupture. Pas de rupture, mais alors peut-être que par contre, y a un moment où on se dit, j'ai été au bout de l'action que je peux mener dans ce rôle, et là maintenant je vais aller chercher plus ou différemment pour réussir à faire plus. Oui, parce que j'avais envie de changer, mais ça c'est mon tempérament. J'aime bien l'idée de pouvoir agir et d'avoir de nouveaux challenges. Ensuite, la politique, notamment lorsqu'on est élu local, c'est vrai que c'est extraordinaire. Lorsque vous êtes élu à Paris, vous avez une capacité. Moi, je suis adjoint dans un exécutif. J'ai en responsabilité des services, un budget qui est un budget conséquent. Et on voit l'action concrète. Et on voit l'action concrète. Moi, j'ai eu la chance et j'ai encore la chance de mener des politiques de transformation de l'espace public, c'est-à-dire les places qu'on piétonise, les rues aux écoles qu'on crée, la végétalisation qu'on est en train de réaliser partout dans cette ville. Et c'est vrai que tout à coup, vous changez les choses de manière très très concrète. Alors, ça ne veut pas dire qu'on change le monde. Moi, je pense qu'il faut toujours savoir rester humble et regarder les choses de manière, modérée, raisonnable. Mais effectivement, dans le quotidien des gens, on change les choses. On a la possibilité, c'est ça qui est assez intéressant pour un élu local, c'est qu'on a la possibilité de vivre un peu ce laboratoire devant ses yeux et à année 1, 2, 3, par exemple, vous avez travaillé beaucoup sur les rues aux écoles, la piétonisation devant les écoles. Vous avez aussi travaillé sur les sujets de stationnement, etc. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même assez spécial. C'est-à-dire, c'est une chance qu'on peut avoir comme élu local de voir ça.
Dans une ville comme Paris, pour autant, c'est assez particulier puisque vous êtes entouré des banlieues parisiennes et il y a des gens qui viennent du matin au soir. Malgré tout, vous avez travaillé par exemple sur la ZTL, la zone à trafic limité. Ce genre de sujet-là, on les envisage depuis longtemps ou bien on se dit ok, là c'est le moment, il faut y aller et puis on met tout en œuvre pour réussir à avancer? D'abord, on a pris beaucoup de retard. On a pris beaucoup de retard dans ce qu'on appelle l'adaptation des villes, mais de l'adaptation tout court. Hein. On est encore très en deçà des exigences qui sont celles de réduire notre empreinte carbone, mais aussi de nous adapter à la nouvelle donne climatique. Donc, il faut qu'on réinvente notre manière de construire des villes. Et ça coûte très cher, c'est énormément d'investissement et ça nécessite aussi des choix politiques qui sont des choix radicaux. Pourquoi aujourd'hui, nous avons plus de vélos en circulation que de voitures à Paris? Parce que nous avons fait un choix qui n'était pas de demi-mesure. Nous avons fait un choix radical, c'est-à-dire que nous avons décidé de mettre des pistes cyclables ou équivalents partout dans Paris. C'est pas encore fait, il faut encore qu'on aille plus loin, mais on voit bien qu'à un moment donné, vous avez des effets cliquets où vous vous dites « Ah ben oui, en fait, c'est plus intéressant pour moi de prendre mon vélo que de prendre les transports en commun ou que de prendre la voiture. » Et qu'à partir du moment où votre rapport coût-bénéfice, il est plus fort quand vous prenez votre vélo, ben les gens sont pas cons, personne ne l'est, et ben vous prenez un vélo. Au lieu de penser, d'imaginer que les gens vont se dire que c'est bien pour l'écologie ou quoi, et que donc ils vont plutôt passer au vélo, on se dit de toute façon, ils vont y trouver là, dans une forme d'individualisme, un bénéfice personnel, et donc automatiquement, mécaniquement, ils vont passer au vélo. Pas automatiquement, mais par contre, oui, à un moment donné, en fait, il faut pas oublier qu'il y a des formes d'intérêt, mais moi, je le vis pas comme quelque chose de très négatif. En fait, nous vivons aussi, et le bien commun peut être un intérêt qu'on peut considérer comme personnel. C'est-à-dire que quand vous faites du vélo, oui, c'est parce que vous allez d'un point A à un point B relativement facilement. Ensuite, parce que vous êtes en sécurité. Et ça, c'est ce que propose l'institution. Ça, c'est la politique que nous avons menée. C'est que vous êtes plus en sécurité aujourd'hui quand vous faites du vélo que lorsque vous en faisiez il y a 10 ans. Et je l'espère, en tout cas, c'est le projet que je porterai pendant les municipales. Dans 10 ans, je souhaite, moi, que n'importe qui, en particulier des enfants, puissent faire du vélo en toute sécurité dans cette ville. Là-dessus, c'est sur quoi vous appuyez le fait de dire « Ok, faut être radical, on l'est ». En fait, on le voit, hein, moi je vois dans Paris, ça crée des camps parce que du coup, il y a ce côté radical qui fait qu'il y a des gens qui sont très pros, des gens qui sont contre. Et encore pire, il y a des gens qui parfois sont très pros et parfois sont très contre selon s'ils sont à ce moment-là sur un vélo ou dans une voiture. Oui, en vérité, c'est des conflits d'intérêts d'une certaine manière. Pas des conflits d'intérêts au sens de lobby ou au sens juridique. Ces gens et ces groupes sont des intérêts qui sont des intérêts très divergents. Et on le voit d'ailleurs dans les choses que nous avons réalisées à Paris. Nous avons des maires et des équipes municipales dans le 17 et dans le 16e qui sont, on va le dire, moins allants sur la question de la production d'infrastructures de vélo, en gros qui freinent les infrastructures et la création de pistes cyclables. Pourquoi ? Parce que créer une piste cyclable, c'est réduire la place liée à la voiture. Comme la ville c'est encore le cas, vous dites aujourd'hui ça ? Ah, très fortement. Ouais. Parce que c'est typiquement 17e, 8e, même l'axe jusqu'à la Défense, Neuilly, etc. Moi qui prends beaucoup le vélo, je me déplace assez facilement sur je peux vous dire par exemple qu'il est moins facile de circuler à vélo dans le 16 ou dans le 17 que par exemple dans des arrondissements comme le 12 ou le 14e qui sont extrêmement maillés en termes de pistes cyclables avec des pistes cyclables qui sont très confortables et qui sont plus sécurisées. Lequel on a fait des choix qui étaient des choix très radicaux. Le choix radical, encore une fois, pourquoi ces maires ou ces équipes municipales qui sont aussi les porte-voix des populations, hein, eh bien parce que l'intérêt de ces populations, c'est plutôt de pouvoir continuer à utiliser leur voiture. Et d'ailleurs, le taux de motorisation à Paris, qui est à peu près à 30-35%, il se répartit pas de manière égale selon les arrondissements. Aujourd'hui, qui possède une voiture ? Plutôt des gens de l'ouest parisien. Moi qui suis pas très politique, je suis le jeu politique, mais je suis pas du tout d'un côté, de l'autre ou quoi. Je me rends compte quand même que pendant les municipales de 2020, une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que avant 2020, il y avait eu la piétonisation des voies sur berge. Tout à fait. Tout le monde, à droite, avait crié, était vraiment très mécontent. Il y avait eu une vraie levée de bouclier sur le sujet en disant on peut pas piétoniser les voies sur berge. Et en 2020, j'avais posé la question à plusieurs candidats de droite et du centre qui disaient si on est élu, on ne reviendra pas sur la piétonisation. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, de dire il y a un moment où il y a de la radicalité, où les gens sont mécontents,
mais après ça passe. Tout à fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je l'ai vu dans le mandat. C'est-à-dire, vous savez, quand vous faites des transformations de ville, vous avez un truc qui est très chiant et sur lequel il faut qu'on s'améliore d'ailleurs. Ça s'appelle les travaux. Les travaux, c'est très, très impactant dans la vie quotidienne des gens. Les premières années de ce mandat, de 2020, disons à 2023 à peu près, j'avais beaucoup de retours qui étaient très négatifs. Les réseaux sociaux étaient très violents. Beaucoup de montées de boucliers qui expliquaient à quel point tout ça, on saccageait Paris. Voilà. C'était saccage Paris. Ouais. Saccage Paris. À partir de 2023, 2024 et encore aujourd'hui, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent pas il y a trop de travaux. Ils me disent pourquoi la rue qui est devant l'école de mes enfants n'est pas transformée. Parce que nous avons transformé 300 rues, dites rues aux écoles, rues aux enfants. Nous en avons végétalisé plus de 100. C'était notre objectif de mandat. Nous y arriverons d'ailleurs, nous aurons même dépassé cet objectif-là. Ce qu'on a commencé à faire, c'est une introduction. On a fait 300 rues, on a fait des pistes cyclables, on a commencé à piétonniser un certain nombre de places. Par exemple, on finit la place Félix Éboué dans le 12e arrondissement. On finit Colonel Fabien, par exemple, dans le 10e et 19e arrondissement. On a fait un mandat qui est un mandat de transformation. Ça, c'est le début. Il faut qu'on fasse ça partout à Paris. C'est ça le projet. Donc en fait, l'idée, c'est on prend d'abord les gros axes, les lieux les plus emblématiques, on travaille dessus, on les transforme, et puis une fois que ça a été fait, on voit que ça marche et on duplique. On voit que les Parisiens et les Parisiennes, mais pas que, s'approprient ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très important. Vous savez, moi, je fais de la politique, vous l'avez dit, pas depuis très longtemps, mais quand même un petit peu. Maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience. Et j'ai appris un truc. C'est d'abord, j'aime beaucoup la question du local. Je pense que c'est ça l'avenir de la politique, dans un monde qui s'effrite complètement, où le national, on le voit, est complètement ingérable. Je ne sais même pas comment on peut qualifier la politique aujourd'hui menée par le gouvernement, si ce n'est qu'à mon sens, elle est d'une brutalité sans nom. Mais il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Par contre, au local, tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez intéressant. En fait, on voit ce qu'on fait en termes extrêmement concrets. Moi, je crois que c'est ça l'avenir de la politique. Et donc, j'ai appris, moi, qu'il fallait pas arriver par le haut, comme ça, mais qu'il fallait plutôt être arrivé par le bas. Et donc au lieu de dire aux gens, et au lieu d'essayer de convaincre en disant oui, tu vas voir, c'est ça l'écologie, un truc très avec des chiffres et tout ça. En fait, moi, je suis plus du tout là-dedans. Je dis, en fait, on va faire ensemble des rues, on va arrêter la circulation automobile et on va mettre d'autres trucs à la place. Voilà, tout simplement. Ce qu'a fait Barcelone, ce que fait aussi Bruxelles, par exemple, ou Milan. On se lance là-dedans. Et après, on voit ce que ça donne. Et en fait, on voit que les gens, encore une fois, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils veulent ça. Et donc, à partir de là, vous créez de l'appropriation. Donc, vous créez des gens qui ont envie de faire et vous continuez. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire sans qu'il y ait une appropriation et un soutien démocratique, collectif de la population, bien entendu. Il faut que ça vienne par le bas. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et je crois que la politique locale, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, vous pouvez faire. Et surtout, Paris est à vous. Ça veut dire en fait, on va le faire ensemble. Parce que le renouveau démocratique, c'est aussi un renouveau de démocratie en bas de chez soi. C'est très intéressant. Et je trouve qu'effectivement, de droite ou de gauche, à partir du moment où on vit une bonne expérience, on se dit, tant qu'à faire, on continue. Par contre, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la différence sur les voitures entre l'ouest parisien et l'est parisien. Le problème qui revient très souvent, c'est effectivement les villes de banlieue. C'est-à-dire que, notamment même la deuxième couronne, qui est un petit peu plus éloignée des transports en commun parisiens, qui, eux, viennent pour bosser, qui doivent traverser Paris ou autre, et qui donc se disent, effectivement, la mairie de Paris, elle est dans son rôle de dire moi je gère les Parisiens vivent mieux et ça leur va bien. Mais de l'autre côté, on ne peut pas ignorer qu'il y ait des gens qui aient besoin de traverser Paris, ou bien même, pour même pas parler de la partie commerce ou quoi, des familles qui vont venir le dimanche dans Paris
et qui, elles, vont se retrouver impactées sur des sujets de circulation, de critères, ou encore sur le stationnement, le poids au stationnement, tu vois, puisque le poids au stationnement sur le SUV, si je dis pas de bêtises, c'est entre 1600 ou 2000 kilos. À fonction que ce soit électrique ou thermique. Ouais. Et donc, à partir de là, je sais pas, j'ai regardé, moi, une voiture, la Scénic, une bagnole familiale qui est pas un SUV, c'est plus de 1600, par exemple, tu vois, 1600 kilos. Donc, ce genre de choses-là, comment est-ce qu'on réussit à se dire, moi, je suis là pour bosser pour les Parisiens, mais en même temps, c'est vrai que je dois réussir à concilier avec ce qui se passe autour de nous. D'abord, il y a plein de choses, hein, ça charrie énormément de choses. D'abord, il y a la question des faits. La question des faits, les faits sont têtus, comme on dit. Et en fait, bien sûr qu'il y a des familles qui viennent en voiture. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de traverser Paris en voiture. Mais ils sont très, très peu nombreux. Ça, c'est les faits. En fait, aujourd'hui, on vient à Paris en transport en commun de manière massive. C'est-à-dire 80% des trajets, même un peu plus, sont des trajets, ce qu'on appelle des trajets pendulaires, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre, même si j'aime pas trop cette typologie, mais qu'importe, sont faits aujourd'hui en transport en commun. Sachant que ça fait aussi partie des transformations qui ont été opérées. Oui, mais c'est d'ailleurs, je pense qu'on a pris beaucoup de retard, notamment dans la qualité des services publics et du transport et dans son accessibilité. Il y a énormément de travaux qui sont faits dans le Grand Paris, dans le cadre du Grand Paris, mais les lignes existantes ont pris beaucoup de retard dans leur rénovation. Mais ça, c'est un sujet évidemment qui est très important, sur lequel nous n'avons pas, nous, la main en direct, mais qui, disons, est évidemment un élément massif et très important. Ensuite, sur ces, disons, 15-20% de trajets qui restent, il y a énormément là-dessus, une grande majorité de trajets dits professionnels. Ces gens, en fait, nous ne les empêchons pas de venir à Paris. En fait, il faut bien comprendre que nous n'avons pas érigé, contrairement à ce qui est dit par nos détracteurs et notamment par l'extrême droite, je vais y revenir, nous n'avons pas érigé des murs, nous n'avons pas érigé des murailles. Nous avons transformé des plans de circulation. C'est ça que nous avons fait. C'est très simple, c'est-à-dire qu'effectivement, il est plus difficile, ou en tout cas plus long, en voiture, d'aller d'un point A à un point B dans beaucoup d'endroits à Paris. Parce que nous estimons que pour favoriser l'usage notamment des transports en commun, de la marche à pied ou du vélo, eh bien, il faut donner plus de difficultés d'une certaine manière, ou en tout cas restreindre l'usage de la voiture. Oui, en fait, c'est même pas forcément donner de la difficulté, c'est de dire, pour pouvoir garder Paris-Centre sans voiture ou quoi, on va être obligé de laisser les gens contourner, ça va prendre 15 minutes de plus. C'est un peu ça l'idée. Exactement, mais ça, nous le faisons à Paris, mais c'est fait dans une écrasante majorité des villes de France. Ouais. Ça s'appelle des cœurs piétons. La plupart du temps, dans les villes de France, les centres-villes, eh bien, vous avez des rues piétonnes et personne ne s'en offusque. Je sais qu'on s'en offusque parfois, mais en vrai, pourquoi on fait ça ? Parce que c'est bon pour le commerce. Parce qu'en fait, c'est bon pour le commerce de faire des zones piétonnes. Parce que c'est bon pour la qualité de vie en général. Il faut bien comprendre qu'une grande partie des trajets qui sont effectués en voiture à Paris sont faits non pas de gens qui viennent de banlieue, mais de gens qui font Paris-Paris. C'est-à-dire qui partent de Paris et qui vont à Paris. Je pense qu'il y a quand même un élément important. Parce que j'entends le fait que les territoires sont connectés et n'ont pas les mêmes réalités. Nous avons un problème aujourd'hui qui est un problème de niveau de gouvernance. Le problème de niveau de gouvernance et de politique publique, c'est que la ville Paris, en fait, n'est plus tout à fait à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est la métropole du Grand Paris. Or, la métropole du Grand Paris aujourd'hui, c'est un géant sans bras. Il n'y a pas de financement, pas d'argent, pas de politique. Il n'y a pas de ligne directrice, pas de stratégie. Et de toute façon, même s'il y en avait une, pour le Grand Paris. Mais au lieu de faire une loi Paris-Lyon-Marseille pour changer et tripatouiller les règles électorales à quelques mois de l'élection municipale parce qu'il y a un accord entre Macron et Dati. Tout ça n'est pas à niveau. Moi, ce que je pense, c'est que cette loi-là, elle aurait dû être discutée il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Emmanuel Macron en avait parlé dès 2018. Non pas pour changer les règles électorales, même si on peut les changer, moi j'ai pas de problème avec ça, mais par contre pour discuter de ce qu'on appelle les compétences. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'arrondissement, parce que les arrondissements sont oubliés, mais ce sont des villes qui sont entre 150 000 et 220 000 habitants. C'est pas rien, c'est une grosse ville, c'est plus que Rennes. Donc les arrondissements, Paris, l'échelon parisien et l'échelon métropolitain. Et de se distinguer qui fait quoi, comment on gère tout ça,
quelles sont les règles électorales, quels sont les financements et comment tout ça s'articule. Et à partir de là, eh bien, vous avez un système qui fonctionnera mieux. Aujourd'hui, on voit bien que ceux qui ont l'argent et ceux qui ont, disons, une capacité à faire, c'est effectivement la ville-centre, avec quelques villes plutôt aisées dans la banlieue, en tout cas dans la métropole, et que la métropole est dans l'incapacité aujourd'hui, parce qu'elle n'en a pas les compétences, parce qu'elle n'en a pas n'a pas la volonté politique ni les finances, eh bien, de mettre en harmonie les politiques publiques et de mettre au diapason en fait, ces histoires de transformation, parce qu'en fait, c'est pas que Paris qu'il faut transformer. C'est évidemment toute l'aire urbaine. Oui, pour interconnecter 7 millions ensemble. d'habitants. Il faut végétaliser. Il faut répondre, en fait, au dérèglement climatique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pistes cyclables, il faut qu'elles soient métropolitaines. Ça veut dire que les zones piétonnes, il faut qu'elles soient métropolitaines. Ça veut dire qu'en fait, les axes routiers qui doivent continuer à exister, eh bien, il faut les penser au niveau métropolitain. Et bien sûr, il faut proposer sur l'ensemble de l'Île-de-France et en particulier sur la métropole, une offre alternative en transport en commun, quelle qu'elle soit, à chacun et chacune de nos concitoyens et concitoyennes. Et il n'est pas normal que nous ayons encore des gens, il y a à peu près 80 000 personnes en Île-de-France qui sont assignées à la voiture et qui ont qui sont en vulnérabilité économique. Donc, c'est des gens qui sont obligés de prendre leur voiture et qui n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre. Mais c'est pas normal. On est dans une aire urbaine à 7,5 millions un peu plus de 7 millions d'habitants. C'est l'aire urbaine la plus riche de France, une des plus riches d'Europe. Nous devrions être en capacité de nous mettre en situation de répondre aux grands enjeux qui sont les enjeux climatiques, mais qui sont aussi les enjeux sociaux, pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer, parce que le droit à la mobilité, moi j'y crois, et ça fait partie des combats que je mène. Il y a quand même des solutions quand on parle de la région Île-de-France, pour le coup plus largement, ou de la métropole du Grand Paris, qui intègrent la voiture sans pour autant être sur de l'autosolisme ou quoi, comme le covoiturage. Alors à Paris, il y a beaucoup d'autopartage, mais dans les faits, hors de Paris, ça fonctionne pas des masses. Par contre, sur le covoiturage, ça fait partie des solutions qui existent, qui sont assez utilisées, qui commencent à bien monter. On estime à plus d'1 million de trajets par jour de covoiturage. Alors, ça intègre de l'intrafamilial. Les plateformes, c'est plutôt 4%, donc 40 000 trajets. Mais est-ce que ça fait pas aussi partie de la palette de solutions qu'on peut utiliser? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet quand même sur le fait que la voiture, quand elle rentre dans Paris, c'est un sujet, c'est quelque chose qui est contre la voiture de manière générale, ou bien il y a une manière quand même de faire qui permet de réduire un peu la place de la voiture tout en étant dans la balance? D'abord, la voiture, c'est neutre pour moi, dans le sens où c'est son surusage qui ne convient pas. Je pense qu'on doit être dans une ville où il y a le plus d'alternatives à la voiture au monde. Donc c'est quand même assez énorme et assez exceptionnel quand on regarde un tout petit peu, quand on prend un peu de recul. Même quand on va juste à Londres ou quoi, qui est très coté là-dessus, malgré tout, on est loin de Paris. On est très loin de Paris, c'est 300-400 mètres pour avoir une station de métro, c'est-à-dire c'est extraordinaire. Vous allez dans n'importe quelle grande métropole européenne, vous n'avez pas cette densité de transport en commun. Alors après, on a d'autres problèmes de qualité, d'accessibilité, de niveau de service, mais on a quand même des transports en commun qui sont extrêmement denses. Donc c'est ça c'est un élément. Ensuite, le covoiturage, ça fait tellement partie des solutions que pour nous et pour moi en particulier, et qu'on a transformé le périphérique pour y créer une voie dite de covoiturage, pour justement faire cette connexion avec les personnes qui utilisent leur voiture à plusieurs, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une voie réservée qui est activée le matin et le soir pour aller vite et qui est réservée aux gens qui sont à plus de 2 dans leur l'équivalent des carpool lanes américaines. Exactement. Cet effort que nous faisons, enfin tout ça, cette transformation du périphérique, c'est pour donner un avantage aux covoitureurs. Évidemment, parce que nous pensons, et je pense, que la voiture peut avoir des effets qui sont évidemment des effets très utiles, à condition qu'on essaye de l'utiliser de manière, disons, plus respectueuse ou moins impactante pour l'environnement, et en particulier pour la qualité de l'air et pour les gens qui habitent à proximité du périphérique. Donc oui, bien sûr, et d'ailleurs je regrette, je suis désolé de refaire un peu de politique politicienne, mais je regrette par exemple que sur la transformation du périphérique, nous n'ayons pas eu Valérie Pécresse, qui est en charge d'un plan de covoiturage sur l'ensemble de l'Île-de-France, à nos côtés, parce que ça fait partie des infrastructures que nous proposons pour faciliter le covoiturage. Oui, on a des enjeux en termes de covoiturage. Là où on a moins de réponses en termes de transport en commun. C'est pas le diable, la voiture.
Par contre, son surusage, oui, bien sûr. Ça n'a pas de sens d'utiliser sa voiture seule à Paris pour faire de là où nous sommes, par exemple, on est à côté des Champs, et d'aller, par exemple, à Châtelet. Ça n'a pas de sens. Il y a une ligne, une stat assez intéressante là-dessus, c'est que tu as 7 conducteurs sur 10 qui sont seuls dans leur voiture. Oui, et sur le périph', c'est plus. Sur le périph', c'est 8. Ouais, moi je te disais en France, je pense qu'effectivement, c'est 8. Donc, évidemment, et je le dis pour plein de choses, par exemple sur les personnes en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle j'ai créé plus de 1000 places pour les personnes en situation de handicap, dit PMR, personnes à mobilité réduite, pour permettre aux gens qui sont justement en situation de handicap et qui ont titulaire de la carte CMIS, de pouvoir mieux se stationner à Paris alors qu'on diminue le nombre de places de stationnement en surface. De la même manière, bien sûr, les gens qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, eh bien là encore, nous avons créé des places supplémentaires et j'ai envie de dire que c'est quoi la ville de demain. La ville de demain pour moi, pour Paris, c'est une ville piétonne. Une ville piétonne, c'est pas une ville débarrassée complètement des voitures. C'est une ville où les voitures pour les usages essentiels pourront parfaitement rouler sans avoir de bouchons, sans avoir d'embouteillage et pourront se garer sans problème. Et les usages essentiels, c'est pour les gens qui peuvent pas faire autrement. Ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler, ceux qui ont besoin de leur voiture parce qu'ils sont en situation de handicap et que nous aurons réussi à proposer des alternatives et une organisation de la ville qui permettra à tous les autres de pouvoir utiliser d'autres façons de se déplacer. J'ai lu une proposition qui m'a fait sourire sur les gens qui ont besoin d'utiliser leur voiture. Tout à l'heure, on parlait des familles. J'ai quelqu'un qui m'avait montré une proposition sur une genre de carte famille nombreuse pour les voitures. C'est-à-dire au même titre que j'ai ma carte stationnement voiture électrique, ma carte ceci, cela, carte famille nombreuse. Est-ce que ça fait partie des choses qui pourraient être envisagées ou ça n'existe pas du tout dans ce scope et on dit, à un moment, comme tu disais tout à l'heure, il y a une radicalité de dire, s'il faut couper, il faut couper et il faudra se réorganiser différemment. Et évidemment, c'est vrai, dans Paris, il y a pas moult moyens de se déplacer. Je vois d'où provient ce type de proposition. Encore une fois, nous ne mettons pas des barrières. Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser sa voiture. C'est-à-dire qu'une famille nombreuse qui utilise sa voiture peut évidemment l'utiliser. Par contre, effectivement, nous demanderons et nous demandons, mais pas moi parce que j'ai une lubie, parce que nous en avons besoin pour récupérer de l'espace et planter des arbres, par exemple, pour aller vite. Par exemple, de se stationner plutôt en sous-sol. La ville de demain, la ville de demain, c'est la ville dans quelques années. C'est celle que moi je défendrai pendant cette campagne municipale et que je porterai si je suis élu. C'est une ville, effectivement, où on utilise mieux nos sous-sols. Aujourd'hui, vous avez un taux d'occupation des sous-sols parisiens, des parkings parisiens qui doit être aux alentours de 30%, à tout casser. Et donc, nous avons besoin de plus les rentabiliser, c'est-à-dire que d'utiliser les parkings plutôt en sous-sol pour libérer de l'espace en surface et pouvoir mieux vivre dans la ville d'une certaine manière. Et on voit bien qu'on a aussi des problèmes de qualité de l'air qui se dégradent avec des pics de pollution, notamment des pics de pollution à l'ozone qui sont éminemment liés aux périodes caniculaires. Donc, en fait, tu vois, c'est le combo perdant tout ça. Donc ça s'impose à nous, quelle que soit notre couleur politique. Moi, ce que je dis, c'est soyons en responsabilité. Il faut que nous nous adaptions à ça. Pour s'adapter à ça, il faut emmener tout le monde. Donc on va montrer que ces choses-là permettent de mieux vivre la ville finalement. Et puis aussi un dernier point que j'ai peut-être peu abordé, c'est que moi, je suis grand militant de l'écologie populaire. L'écologie est souvent présentée, et c'est en particulier à Paris, comme une écologie de bobo. Pas du tout le cas. Et je porterai un certain nombre de propositions et de politiques en direction notamment des plus fragiles et des plus vulnérables, parce que c'est eux qui subissent d'abord la pollution de l'air. C'est eux qui subissent les canicules, c'est eux qui sont en première ligne parce que vous êtes âgés, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous ne pouvez pas quitter la ville, parce que vous habitez à côté du périphérique, parce que vous habitez dans des appartements qui sont des appartements surchauffés l'été, trop froids l'hiver. Eh bien, c'est auprès d'eux qu'il faut adresser aussi une écologie qui est une écologie sociale. Et cette transformation-là, elle ne fonctionne effectivement que si on arrive à faire plus d'égalité, plus de commun ensemble. C'est ça que j'ai porté pendant ces 5 ans et c'est ça qu'on va amplifier pendant les années suivantes si les Parisiens et Parisiennes nous font confiance. L'écologie, c'est un sujet qui transcende. C'est une évidence
et c'est plus ni de droite ni de gauche ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus porté par la gauche, et c'est aussi un sujet sur lequel, là par exemple, toi dans ta campagne, tu dis, moi j'espère qu'on va réussir à rassembler autour de LV dès le premier tour toute la gauche, LFI incluse. Comment est-ce qu'on explique cette logique de placer l'écologie plus à gauche ? Aujourd'hui, notamment dans les métropoles, vous avez le rapport notamment au vélo, aux mobilités durables, puisqu'on est dans un podcast de mobilité durable, il est plus fort chez les gens qui se réclament de valeurs progressistes. La voiture, c'est l'individualisme, c'est le masculinisme, c'est la puissance, une forme de brutalité, la croyance qu'on peut... Je caricature, bien sûr. En plus, je te l'ai dit, j'ai passé mon permis de conduire très tôt. Il y a vraiment ces valeurs-là qui ne sont pas des valeurs qui parlent à une partie de la population, et notamment des populations parisiennes, mais pas que dans les métropoles. Ensuite, l'appréciation du risque climatique ou du risque des inégalités sociales, parce que les deux sont liés. C'est le délitement de notre société face à la raréfaction des ressources. Eh bien, il y a plus d'empathie chez un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes qui se réclament effectivement des valeurs de gauche. Et donc, nous avons, et parce que nous devons faire des choix encore une fois radicaux, tu sais, moi, je suis toujours très étonné sur les questions écologiques, on peut tout faire ensemble. Moi, ce que dit mon opposition municipale, la droite, Rachel Dati, tout ça, c'est en fait, vous opposez les modes entre eux. Alors qu'on peut tout faire rouler. C'est faux. La vie est une question de choix. Et notamment dans une ville comme Paris, c'est 10 km sur des kilomètres. Bien sûr qu'il ne faut pas opposer notamment piétons et cyclistes. Bien sûr qu'il faut trouver des moyens de faire rouler des bus en même temps que de faire rouler des vélos. Mais lorsque, encore une fois, on crée des pistes cyclables, et on revient sur, par exemple, l'Ouest parisien. Lorsqu'on crée des pistes cyclables, en fait, il faut choisir où on l'a fait. Parce que l'espace, c'est rare. Et surtout, c'est pas illimité. On peut pas prendre le truc comme ça et puis l'étendre de manière illimitée. Ce n'est pas possible. Donc, quand on a une avenue, par exemple n'importe laquelle, une grande avenue, eh bien, si on veut créer une piste cyclable, il faut choisir où on la fait. On peut la faire sur le trottoir et donc réduire la place pour les piétons, ou on peut la faire sur la voirie et donc réduire la place de la voiture. Et c'est d'autant plus vrai que si, en plus, vous créez une voie de bus, eh bien, vous pouvez enlever parfois jusqu'à 2 voies pour la voiture. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, c'est ça la radicalité. C'est une radicalité de fait, très concrète, qui est liée à des choses physiques, comme la ville n'est pas extensible. Et donc, du coup, ces choix-là, je constate que un certain nombre de nos responsables politiques, dont je fais partie, sont capables de les assumer. Et d'ailleurs, je suis tellement capable de les assumer que je vais faire la campagne dessus. Et qu'un certain nombre de personnes racontent l'histoire, que nous pouvons continuer à vivre comme avant, exactement comme avant, en mettant tout dans le même panier pour faire face à des enjeux qui sont ceux du dérèglement climatique. C'est faux. Moi, le pari que je fais, par contre, c'est que je dis on va vivre différemment, mais le pari que nous faisons et que nous allons porter, nous, collectivement, dans cette campagne municipale, c'est que nous vivrons mieux. Justement, sur la partie du partage de l'espace, de toute façon, aujourd'hui, ce qui existait jusqu'à maintenant, c'était un trottoir pour les piétons, voire parfois un demi-trottoir, et 1, 2, 3, 4 fils pour les voitures. Quand on est venu ajouter des voies de bus, effectivement, les gens n'étaient pas forcément très contents au début. Enfin, certaines personnes n'étaient pas forcément très contentes. Il faut voir à quel point c'était une violence. Les cyclistes aussi, la voie cyclable. Mais finalement, c'est aussi ça, le partage de l'espace. C'est de dire, quand on dit il faut de la place pour les voitures, d'un côté, oui, mais pas que. Et je trouve que sur ces dernières années, on a vu un essor considérable, et pas que à Paris, un peu partout en France, du vélo. Le vélo, j'ai l'impression, dans les villes menées par des écologistes, c'est le cheval de bataille, c'est-à-dire que on est dans une logique où vraiment on propose un maximum de possibilités, aussi bien de vélos partagés, aussi bien, là par exemple à Paris, on a aussi bien du Vélib que du Lime Dot, etc. Les aménagements cyclables pour rouler, les aménagements de stationnement aussi cyclables. Alors là-dessus, ça a été un peu compliqué sur le stationnement cycliste. Est-ce que la logique dans 10 ans, c'est de visualiser une ville dans laquelle, à part les voitures professionnelles type taxi, VTC ou la livraison, puisqu'il y a de plus en plus de pression de livraison, de plus en plus de demandes, on n'aura pas forcément trop d'autres véhicules?
On va réduire encore. Le but, c'est vélo à fond, quoi. C'est ça ma piéton. question. En fait, d'abord, on va réduire encore considérablement le nombre de voitures en circulation. En tout cas, si les Parisiens et Parisiennes font ce choix, le choix de l'écologie populaire que je porte, l'enjeu, c'est de réduire encore le nombre de voitures en circulation et donc de faire d'autres propositions. La deuxième chose, c'est que je reviens sur piéton, parce que piéton et vélo sont liés, en vérité. Moi, je crois que les pistes cyclables sont des infrastructures transitoires. On a parlé beaucoup de Covid. C'est intéressant. C'est que, en fait, nous sommes dans un monde où nous transitionnons. Je sais que le mot est très laid, mais en tout cas, c'est ça que nous sommes en train de faire. La ville de demain, si on se projette un peu, c'est une ville où il n'y a plus de besoin de pistes cyclables. C'est une ville où il y a peu de voitures. On a libéré beaucoup d'espace public pour pouvoir faire des arbres, pour pouvoir faire de la nature, pour remettre du nature et donc du frais dans nos villes et de l'absorbant, parce qu'on va être soumis à des pluies beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses. Donc, il faut pouvoir absorber. Aujourd'hui, le sol, il absorbe peu puisqu'il est minéralisé. Et à côté de ça, eh bien, nous aurons de la place pour marcher. Et si nous avons de la place pour marcher, nous avons aussi un peu de place pour rouler. Et donc, du coup, c'est le concept de ce que nous, on a appelé des vélorues. On en a fait, rue de Charenton, par exemple. Amsterdam, qui n'est peut-être pas tout à fait l'exemple le plus réussi, mais quand même, ça donne des choses. Pourquoi ? Parce qu'on fait encore rouler beaucoup de véhicules. C'est quoi le concept de vélorue ? Le concept de vélorue, c'est pas juste de mettre des vélos de dessiner des vélos sur le sol. Le concept de vélorue, c'est de dire on va réduire de manière très, très, très importante le nombre de véhicules. Donc, on fait des changements de plan de circulation locaux dans des rues. Et à partir du moment, on n'aura plus que quelques centaines de véhicules par jour qui vont pouvoir rouler et que ça va libérer tellement de place que les vélos et les piétons et les vélos, même dans cet ordre, vont être prioritaires dans ces rues. Et ça marche. C'est en ça que je dis que les pistes cyclables sont des infrastructures de transition. On va pas les démonter maintenant, mais c'est des infrastructures de transition parce que à partir du moment où on aura réduit encore le nombre de voitures, on sera plus obligé d'en faire. Il y a des objectifs chiffrés. Sur la réduction du nombre de voitures, oui. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous fassions en 5 ans, 6 ans, ce que nous avons fait en 20. En 20 ans, nous avons réduit de moitié la circulation automobile à Paris, grosso modo. C'est à peu près ce qu'il faut qu'on continue à faire pour les prochaines années. Sachant que c'est faisable, puisque les mentalités ont beaucoup bougé. Parfaitement faisable. C'est faisable politiquement, si nous gagnons, bien sûr, parce qu'on va pas, je le dis ici, donc je le dirai partout, moi je prendrai personne en traître. Ce que je souhaite, c'est effectivement réduire encore par 2 le nombre de la circulation automobile à Paris. Okay. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on continue à faire. Question peut-être un peu dure économiquement, c'est que y a un besoin de transformation. Tu dis, moi, si je suis élu, voilà tout ce que je vais faire et je vais dérouler ça en 5-6 ans et pas en 20 ans. De l'autre côté, les indicateurs économiques de la ville de Paris sont pas très au vert. Comment on fait pour continuer à transformer tout en essayant d'être le plus rentable économiquement possible pour remonter ? D'abord, les indicateurs économiques de Paris sont à l'image des indicateurs économiques du pays. Qu'est-ce qui se passe sur la question économique pour Paris ? Qu'est-ce qui entraîne ces changements ? Ces changements entraînent non pas une réduction de la vie économique, et notamment sur la question du commerce et du petit commerce, mais une amélioration des chiffres d'affaires. Quand vous rendez une ville plus vivable, plus durable, plus piétonne, eh bien, ce sont les commerces de proximité qui sont les premiers gagnants de tout ça. Nous avons un enjeu pour des villes comme Paris. L'enjeu pour une ville comme Paris, c'est de remettre des activités de production dans la ville. Et pas uniquement servicielles, des activités de production, de l'artisanat, et pas de l'artisanat de luxe, de l'artisanat du quotidien, que nous avons besoin aussi de retrouver des petites unités de production. Bien sûr, on ne va pas remettre des usines, les grandes usines Citroën ou les grandes usines comme on a pu avoir, enfin plutôt c'était Renault à Boulogne. Évidemment, tout ça est derrière nous. Mais d'avoir notamment, par exemple, des facilités pour des électriciens, pour des plombiers, pour tout cet écosystème-là, pour qu'ils puissent plus facilement s'installer ou avoir en tout cas un lieu de stockage, par exemple, de leurs produits, de leur matériel, dans Paris, à l'intérieur de Paris, pour pouvoir
travailler à Paris dans des meilleures conditions, ça, ce sont des enjeux qui sont des vrais enjeux de transformation de la ville. La ville, c'est des villes, pour prendre des mots d'urbanistes, des villes hybrides, des villes où en fait la nature se réinvite dans les interstices de ces zones urbaines, que des grandes avenues, qui étaient des avenues comme celles que nous avons en bas, là, l'avenue de la Grande Armée, sont vouées à un moment, en tout cas, ont pour destinée d'être plantées, de réduire le nombre de voitures, de pouvoir être plus facilement vivables. C'est ça en fait qui est en train de se faire. Et de la même manière, nous ne pouvons plus vivre uniquement dans des villes qui sont des villes de service, même si c'est évidemment important d'avoir du service, mais c'est aussi d'avoir des villes de production artisanale, de petite production industrielle. Nous le faisons déjà, mais de manière vraiment très parcimonieuse d'une certaine manière. Moi, je crois que, avec des nouveaux modèles d'ailleurs d'économie sociale et solidaire, nous pouvons, et je souhaite le faire, investir et faciliter la relocalisation de production dans les villes pour que ces villes, en fait, elles soient aussi construites pour permettre à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas forcément dans des activités comme ce qu'on fait ici de journalistes, par exemple, ou de politique, de pouvoir trouver aussi des débouchés et que nous avons besoin, oui, de rapprocher ce que nous produisons avec les lieux où nous les consommons. Question plus personnelle, tu t'imaginais candidat à la mairie de Paris, c'est la deuxième fois d'affilée. Tu t'imaginais candidat à la mairie de Paris il y a encore quelques années? C'était envisageable ou pas du tout? Alors, pas du tout, je ne sais pas. Par contre, c'est pas du tout le parcours naturel ou en tout cas auquel on pouvait s'attendre pour le mien. Encore une fois, je suis à l'opposé, j'ai une culture d'enfance qui n'a rien à voir avec la culture parisienne. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses de Paris qui me laissent encore perplexe, ou en tout cas qui m'interroge, des comportements, des façons de faire, qui me laissent. J'ai encore un regard de provincial sur cette ville, fort heureusement d'ailleurs, mais un regard aussi d'admiration parce que on est quand même dans une ville extraordinaire. Moi, j'ai vécu dans un tout petit village, 130 habitants, dans une famille d'ouvriers et de femmes de ménage. Donc, si tu veux, j'étais très loin de tout ça, à 450 km de Paris. Donc, évidemment, le truc était quand même pas tout à fait écrit. Moi, ce que je vois, c'est que Paris est une ville aussi d'émancipation. Moi, elle m'a permis de me construire, de rencontrer des gens, de bifurquer dans ma trajectoire pour me permettre de faire les choses que j'avais envie de faire. Il y a une responsabilité générationnelle aussi. On est face à des enjeux qui sont tels, des enjeux de justice sociale, des enjeux climatiques, des enjeux de réorganisation, tout ça, que je pense que la génération qui est la mienne et celle qui arrive, elles ont des responsabilités immenses. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut prendre ces responsabilités-là, à bras le corps. Voilà. Il y a plein d'intérêts à devenir maire de Paris. Mais il y a aussi des responsabilités et je pense que c'est une magnifique mission pour pouvoir changer concrètement, pas les choses, mais des choses et des choses importantes. Merci beaucoup David Belliard, candidat au municipal 2026 pour la ville de Paris. Et puis on regardera tout ça avec grande attention. Et puis on a déjà pu voir les 6 dernières années sur la transformation des mobilités, des transports, de la voirie. Encore beaucoup de choses qui s'ouvrent maintenant. Dernière chose avant de te laisser, c'est EELV, le parti a monté dans Paris. Puisqu'il y a encore 10-20 ans, on n'était pas du tout à ce genre de probabilité, à ces possibilités de gagner la mairie de Paris. Est-ce que tu vois une courbe ou une suite à l'échelle nationale pour le parti EELV aussi? C'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. On est dans une famille politique qui est une famille très ancrée sur 2 niveaux, européenne et locale. Moi, je m'inscris complètement là-dedans. Je suis pur produit de tout ça, c'est-à-dire que je crois vraiment encore une fois aux questions locales. L'échelon national est plus difficile culturellement pour nous. Mais je pense qu'il est essentiel. Et d'ailleurs, nous avons des députés, certes dans des cadres d'accord, mais nous avons des députés, ces députés travaillent. On est d'accord, pas d'accord, mais en fait, ils sont investis dans l'organisation et le travail que nous menons au niveau national. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Voilà. Je crois beaucoup que notre parti, sa culture aussi, et nos cadres,
dont je fais partie, mais nos cadres, nos élus, nos parlementaires, s'acclimatent aussi du niveau national et que nous apprenons. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train de construire des expériences, en train de construire en fait une vision qui est une vision pour le pays. Et je pense que c'est ce qui manque et c'est ce qui manquait dans, disons, le puzzle des propositions que nous sommes en capacité de faire. Et j'espère, moi en tout cas, que nous aurons un rôle important, voire majeur, dans l'élection de 2027, parce que nous avons besoin d'écologie sociale. Nous avons besoin de justice sociale, nous avons besoin d'écologie, nous avons besoin de transformer ce pays, au même titre que nous avons besoin de transformer nos villes, nos villages, nos territoires, l'Europe aussi. Bref, les enjeux, ils sont immenses et ils doivent être investis dans tous les échelons. Donc j'espère qu'en tout cas, nous nous mettrons en condition et je travaillerai moi aussi à mon niveau pour que nous soyons des incontournables pour 2027. Merci beaucoup, David, et bon courage pour cette grosse bataille électorale parisienne à venir.